Bonjour à tous. Désolée pour ce petit contretemps, on attendait que tout le monde nous rejoigne. Donc j'ai compris que tout le monde voyait bien l'écran, nous entendait bien. Si ce n'est pas le cas, faites-le savoir dans l'espace questions. On va avoir un temps pour parler du contexte et des enjeux, puis après on rentrera dans le détail du concours Cubeflex. C'est quoi? Quels sont les résultats de la saison 1, puisqu'il y a déjà eu une saison 1, et quels sont les objectifs de la saison 2? Et puis, après avoir détaillé quelques sujets opérationnels et comment marche le concours, on aura 2 retours d'expérience de 2 champions de l'année dernière avant de vous présenter les prochaines étapes. Donc, sans plus attendre, je passe la main à RTE pour présenter contexte et enjeux de ce concours. La vision qu'on porte, c'est qu'à moyen terme, jusqu'à 2030 et au-delà, il va y avoir une assez forte électrification des usages pour arriver à décarboner les autres, à se passer des énergies fossiles, que ce soit dans les transports, dans les bâtiments, dans l'industrie. On va vouloir produire de l'hydrogène à partir d'électricité, donc tout ça va augmenter le besoin d'électricité. Et en gros, il y a une course contre la montre entre l'augmentation de la production d'électricité décarbonée et l'augmentation attendue de la consommation. Même s'il y a de la sobriété, etc., on s'attend à ce que la consommation augmente. Et du coup, la flexibilité, c'est le fait c'est juste de consommer au bon moment, ou plutôt de ne pas consommer au mauvais moment. Et donc, c'est un levier qui va être important pour éviter de surdimensionner les pointes et le système électrique, tout simplement. Et on est bien convaincu qu'il y a un potentiel très important à bien placer la consommation. Potentiel technique, on va le voir, de plusieurs gigawatts, et on l'estime de l'ordre de 5 en mode normal et un peu plus en mode éco-watts et en cas d'urgence. Et un potentiel sur lequel nous on travaille avec tous les acteurs pour que ce soit un potentiel économique aussi et que ça se traduise par une réduction de facture pour les clients, les consommateurs qui placent au mieux leur consommation et qui évitent les pointes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire sur 2-3 ans. Si vous voulez bien passer à la slide suivante, Elisabeth. Donc on peut la passer, on peut faire l'animatique, je pense qu'on peut tout mettre. Hein. Donc c'est pour ça que ça c'est la publication, la page là, qui est représentée là, c'est la publication de RTE du 20 septembre dernier, donc il y a 10 jours. Publication qui porte sur l'évolution de l'ensemble du système électrique et dans lequel pour la première fois quasiment la flexibilité de la demande est positionnée comme un des axes importants, essentiels, prioritaires. Je crois qu'ils ont utilisé l'expression clé de voûte de la transition énergétique. En tout cas, c'est un axe où on se dit qu'il y a du changement possible rapidement avec des coûts de mise en œuvre limités. Et donc, RTE est en train de voir avec un certain nombre d'acteurs pour créer une feuille de route mieux quantifiée et qu'on suive sérieusement, de la même façon qu'on suit chaque année le nombre de mâts d'éoliennes qui se construisent ou de mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Il faut qu'on arrive à suivre la façon dont les courbes de charge de différents secteurs évoluent grâce à l'équipement en matériaux techniques de flexibilité et grâce évidemment à des offres aussi économiques pour ça. Donc ça, c'est la démarche de moyen terme qu'on porte. Il y a un autre slide, je pense. Voilà. La démarche qu'on porte, c'est par rapport à EcoWatt sur lequel on a mis l'accent l'an dernier, c'est un discours plus global sur les flexibilités en disant on garde EcoWatt comme une mesure d'urgence. Si jamais il y avait des risques, et encore une fois, on n'est pas au risque zéro cet hiver, hein, mais il est bien moindre que l'hiver dernier, en tout cas beaucoup, beaucoup moins pour l'automne, ça c'est sûr. Et ensuite, donc, on essaie de faire cette pédagogie entre les différents types de flexibilité. Flexibilité au sens large, ça veut dire quoi? Ça veut dire une action pour décaler de la demande. Donc, du coup, on met là-dedans des gestes tous les jours, de bonne programmation, pour éviter les périodes de pointe. Alors, typiquement, dans le résidentiel, tout le monde connaît l'eau chaude sanitaire, le système Airpreneur-Creuse, mais dans le tertiaire, on pense qu'il y a pas mal de choses à faire là-dessus aussi. Deuxième niveau, c'est le dynamique, c'est-à-dire c'est par rapport au programme nominal de base, de temps en temps, on peut s'en écarter dans des situations où il y a des prix très élevés parce que notamment il n'y a pas de vent ou bien il fait très froid, etc. Troisième niveau, on le mentionne là, mais ce n'est pas le cœur de ce dont on parlera par la suite. L'effectivité d'équilibrage, c'est des services systèmes spécifiques, pas de la fréquence, etc. Certains agissent là-dessus, mais c'est vraiment très particulier. Et puis donc, quatrième niveau, mais on a mis un pointillé, c'est l'airbag, c'est fait pour pas servir. Vous achetez une voiture avec un airbag, vous êtes très content qu'il y ait un airbag et vous espérez surtout ne jamais le voir.
Mais nous, c'est un peu pareil. Plus on a utilisé les freins avant, et moins on utilisera l'airbag. Et nos freins, c'est le fait de bien passer la consommation tous les jours et lorsqu'il y a une déformation liée au vent ou à la température. Du coup, dans ce contexte-là, on a fait au cours de l'hiver dernier en mode d'urgence, on a lancé CubeFlex pour regarder sur quelques dizaines de bâtiments pour voir le potentiel technique, mesurer les choses pour voir ce qu'on pouvait faire. Mais l'an dernier, on n'a pas été capable de mesurer de façon exhaustive, évidemment, et de bien discriminer suivant les types de bâtiments, quels sont les critères qui font qu'un tel peut faire ceci, peut faire cela. Et donc, c'est l'objet de cette saison CubeFlex 2. Et je vais laisser la parole, sauf s'il y a des questions, à Elisabeth pour vous présenter CubeFlex. Merci Yannick. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, qu'on puisse y répondre ici ou après la séance. CubeFlex, c'est quoi? CubeFlex, c'est un concours. C'est bien le principe d'un concours avec des candidats qui se challengent. C'est venu du concours initial Cube, qui est le concours d'économie d'énergie tous les jours, tout le temps, quelles que soient les tranches horaires critiques, donc pour apprendre à consommer moins, auquel on a rajouté une brique flex, donc consommée au meilleur moment. Et ça nous donne CubeFlex, ça nous donne les cubiflexistes qui apprennent à consommer moins et au meilleur moment. Donc c'est un concours de réduction de sa consommation électrique lors des tranches horaires critiques pour trouver tous les gisements décalables, modulables et effaçables pour consommer, entre guillemets, le moins possible entre 7h et 11h et 18h et 20h. Alors, vous me direz, pourquoi un concours? Un concours, c'est pour être proche du terrain, c'est pour mobiliser et c'est pour avoir des résultats qui sont tangibles et concrets, qui peuvent être vraiment faits sur les bâtiments. C'est vraiment la logique de l'approche bottom-up. On va aller identifier les meilleures pratiques en termes d'usage et les tester. Donc, d'abord, brainstormer collectivement, travailler avec les équipes pour trouver quelles sont les actions qu'on peut mettre en place et puis les mettre réellement en place pour vraiment développer la flexibilité au sein du bâtiment en fonction de ce qu'il peut faire. Mais surtout, un concours, comme il y a du côté ludique, il y a un côté partage avec les autres candidats, il y a une cérémonie, c'est un concours pour communiquer, pour sensibiliser, pour mobiliser tous les collaborateurs et partager sur la flexibilité, qui est encore un sujet peu connu, notamment de tous les collaborateurs au sein des différentes structures. Et enfin, un concours, c'est sympa aussi parce que ça permet de mesurer ses progrès, de se rendre compte qu'on y arrive petit à petit, qu'on gagne des places dans le classement et qu'on finit par remporter un prix. Donc, il y a la logique vraiment de la mesure pour se comparer aux autres et aussi, surtout, se comparer à soi-même et mesurer une progression. Alors, comment agir pour remporter un prix dans ce concours CubeFlex? C'est vraiment de réduire sa consommation au moment des tranches horaires donc, critiques, donc entre 7h et 11h, 18h et 20h. Certains, on a entendu d'autres, c'était celle de l'année dernière, elles ont un peu bougé, maintenant c'est 7h, 11h, 18h, 20h. Et pour ça, donc, vous avez la courbe à l'écran. L'idée, donc, votre courbe initiale, c'est la courbe grise. L'idée, c'est de faire tout en sorte que cette courbe diminue entre 7h et 11h et 18h et 20h. Donc, globalement, consommer moins, mais surtout consommer au meilleur moment en décalant, en préchauffant son bâtiment, par exemple, en faisant recharger ses véhicules électriques en dehors de ces tranches horaires critiques, en trouvant tous les leviers possibles collectivement pour réduire sa consommation lors de ces tranches horaires critiques. Et puis, Yannick en a parlé, répondre au signal EcoWatt, donc sortir l'airbag quand il faut sortir l'airbag. Donc, quelles sont mes solutions d'airbag? Qu'est-ce que je peux vraiment faire pour réduire s'il y a vraiment un sujet d'urgence? Pardon, il y a eu un petit saut de slide. Donc, les objectifs de CubeFlex, on en a parlé précédemment, c'est d'évaluer la faisabilité de décalage, de modulation, de réduction, de déconsommation à la fois tous les jours pendant les plages 7h, 11h, 18h, 20h, et puis les jours les plus tendus en réaction au signal d'alerte EcoWatt. Mais c'est aussi et surtout de mesurer, de quantifier ce gisement de flexibilité sur le terrain. Qu'est-ce qu'on est capable de faire grâce aux actions qu'on a mises en place? Et enfin, d'avoir un socle d'analyse et de retour d'expérience à partager avec tout le monde. Et vous avez la chance, vous tous, de bénéficier du retour d'expérience de la saison 1 et des premiers résultats. Je laisse la place à Christophe pour partager, Christophe Rodriguez, pour partager les résultats de la saison 1. Très bien. Bonjour à toutes et à tous, Christophe Rodriguez, je suis directeur de l'équipe d'aide. On soutient le concours CubeFlex depuis sa naissance l'année dernière.
Donc, comme Yannick et Elisabeth l'ont expliqué, l'année dernière, la saison 1 était vraiment une année de test, hein, puisque le concours a été imaginé, il y a des outils, un kit qui a été développé par A4MT, et puis il y a eu un certain nombre de pionniers. On voit une constellation de logos qui se sont dit, bah, écoutez, nous, ça nous intéresse d'apprendre sur ces sujets qui sont un peu liés à notre futur énergétique, finalement, apprendre à consommer moins et à consommer mieux. Donc, on souhaitait d'abord saluer, on a 59 bâtiments, on a des centaines de personnes qui se sont mobilisées, de différentes natures, hein, puisqu'on retrouve des acteurs privés, des acteurs publics. Au final, on a eu essentiellement des bureaux, centres commerciaux, on peut aussi saluer des universités, des bâtiments d'enseignement qui se sont mobilisés dans l'aventure Cubeflex. Voilà, difficile de ne pas faire un clin d'œil à nos amis de RTE qui, en plus de soutenir le concours, ont eu l'audace de mettre des bâtiments dans le concours. Donc, évidemment, on les attendait au tournant. Et la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'ils ont réussi aussi à performer comme tout le monde. Donc, ça se salue. Alors, quels ont été les résultats atteints? Il faut avoir en tête que dans Cubeflex, en fait, il y a différentes façons de gagner un prix. Et la première, qui est peut-être la plus rigolote, c'est des tests EcoWatt rouges qui sont réalisés. Hein, c'est-à-dire que l'année dernière, à 3 reprises, l'ensemble des candidats ont eu l'information d'une mise en situation. Attention, dans 3 jours, on a un EcoWatt rouge. Hein, on avait au début eu l'audace de se dire on va faire des faux EcoWatt rouges au niveau national, mais après on s'est dit commençons à le faire déjà dans le concours et puis après on verra si on le fait de façon plus large. Voilà, de façon évidemment humoristique. Et donc les candidats, voilà, ils étaient prévenus 3 jours avant, un peu dans les conditions réelles. C'est un jeu, vous l'avez compris. Et donc, ils avaient 3 jours pour s'organiser. Alors, différentes stratégies. Certains ont misé très lourdement sur l'automatisation. Hein, on a vu des re-réglages, des recommissionning de GTB pour intégrer un mode EcoWatt rouge, hein, avec des propriétaires, des locataires, des utilisateurs qui se mettaient autour de la table et qui, quasiment pièce par pièce, se disaient que suis-je prêt à accepter en cas d'EcoWatt rouge comme réglage, comme paramétrage. Et puis, on a aussi vu des gens qui ont misé aussi sur la mobilisation des occupants. Hein. On a eu des bâtiments où, en fait, on réunissait tous les utilisateurs, puis on leur disait, voilà, il va y avoir des journées où on va devoir faire des efforts et aller un peu plus loin que d'habitude. Et puis, évidemment, un mélange des deux, hein, de la sobriété, de l'efficacité, de la régulation. Au final, quelques chiffres clés à retenir. Pour les bureaux, on a eu des gens qui sont allés jusqu'à 42%. Alors, 42%, c'est quoi? C'est sur les journées test EcoWatt rouge, l'économie d'énergie qui a été faite sur les tranches horaires EcoWatt. Donc les gens ont baissé. Ils ont fait comme on l'a vu tout à l'heure. Ils ont consommé moins. Ils ont décalé, voire ils sont allés dans une mobilisation très forte. Voilà, on peut saluer quelques acteurs comme RTE, je le disais tout à l'heure, Schneider Electric, la Française, ICAD. Voilà, il y en a tellement, c'est toujours difficile. Dès qu'on en cite un, il faut en citer trois. Ensuite, les commerces, là, ils sont allés encore plus loin. On a découvert que dans les centres commerciaux, on pouvait monter jusqu'à 60%. Ce qui est quand même assez déstabilisant. On ne pensait pas arriver si loin. Là, on peut saluer notamment Carrefour Property Terminal avec Clépierre qui ont réussi des scores assez incroyables. Clépierre qui est monté jusqu'à plus de 60%, et puis Carrefour qui avait mobilisé un très large parc et puis qui a gagné le bouclier. Et puis je finirai par l'Université de Bordeaux qui a réussi à aller jusqu'à 21%. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on fait un test en situation EcoWatt rouge, les résultats sont assez bluffants. On peut aller très très loin en économie d'énergie. Et de façon un peu plus générale, si on prend du recul, en fait, on s'est rendu compte d'un chiffre clé. Quand les gens s'organisent, quelle que soit la typologie de bâtiment tertiaire, quand ils reparamètrent leur système de pilotage, quand il y en a un, quand ils automatisent, quand ils mobilisent les utilisateurs, l'exploitation, finalement, qui se mettent autour de la table et qui se demandent quels sont tous les leviers activables, bah, à chaque fois, on réussit à faire 20%. Ça semble possible hein, quand on a toutes ces conditions, toutes ces planètes alignées. Et on peut même aller plus loin dans certains cas, sur certaines journées où il y a vraiment une mobilisation très forte de tout le monde. Voilà, donc c'est ce chiffre clé qu'on a envie de vous partager. Ce n'est pas du tout neutre. Et c'est ce qui nous a d'ailleurs enthousiasmé et puis donné envie de vous proposer aujourd'hui la suite avec une saison 2 dont je laisse Yannick présenter les contenus. Merci Christophe. Yannick, du coup, je te laisse la parole sur les 3 objectifs de la saison 2 de ce concours. Oui, merci. Bon, affiche le slide, hein. On va pas faire de grand teasing, mais comme on l'a déjà un peu dit, on a fait en mode urgence l'an dernier un certain nombre de tests sur quelques bâtiments de la part de pionniers, comme les a appelés Christophe. Là, le but, c'est de généraliser pour qu'on comprenne ce qu'on arrive à faire de façon générale sur différents axes. Le premier, c'est tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire? Je parlais d'une programmation optimale.
il s'agit de faire dialoguer le monde du bâtiment et le monde du système électrique. Quand on programme ces usages, évidemment, la donnée d'entrée, c'est le confort de l'occupant, c'est normal. Mais il y a plusieurs façons d'atteindre ce confort de l'occupant. Et nous, le but, c'est de tester la possibilité d'atteindre ce confort en limitant la consommation pendant 2 plages par jour, donc le matin et le soir, comme ça a été dit. Ce qui veut dire préchauffer, ou adapter, etc. Le deuxième, c'est le mode d'urgence, le frein d'urgence, l'airbag. Les jours éco-watts, donc il y aura quelques tests. Là, on est persuadé qu'on peut descendre plus bas parce que ces jours-là, de toute façon, l'alternative, c'est des coupures. Et donc, ça veut dire qu'un jour éco-watt, il faut qu'on accepte une petite baisse de confort. Ça peut être 1 degré de moins, ça peut être pas d'eau chaude dans les sanitaires. Il y a plein de choses qui ont été testées l'hiver dernier. Et le but, c'est de voir quel impact on peut avoir là-dessus sur une courbe de charge, sur votre courbe de charge, celle de vos bâtiments. Et donc, voilà, c'est la bonne programmation tous les jours et le mode d'urgence éco-watt jusqu'où on peut descendre. C'est ça qu'on veut tester dans CubeFlex. Et ensuite, dans les objectifs, à partir de toutes ces mesures, s'appuyer sur ce retour d'expérience pour voir quel type de valorisation économique ça peut donner et puis éventuellement à quel type de mesure ça peut conduire pour le processus éco-watt pour limiter et repousser encore le risque de coupure si on venait en avoir et qu'on ait un dispositif autre que la coupure générale. Voilà ce qu'on veut faire. Je crois que ça a déjà été dit avant. Très bien. Merci beaucoup Yannick. Et du coup, vous vous demandez sûrement comment ça marche, qui fait quoi, comment on classe les candidats, quels sont les podiums. Alors, comment ça marche? Il y a 2 identités, il y a vous, il y a nous. Globalement, chez vous, la première chose à faire, c'est de renseigner vos bâtiments sur la plateforme candidat cube-flex.org. L'idée, c'est bien d'avoir une automatisation des calculs et donc de récupérer les données de vos bâtiments via un consentement Enedis pour qu'on puisse récupérer vos courbes de charge via les points de livraison. Donc, c'est très important d'avoir cette inscription digitale. Deuxièmement, très important de mobiliser des équipes. Donc, chez vous, vous allez créer votre Green Team pour avoir une diversité de profils et identifier quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mettre sur le terrain. Et puis, vous suivrez vos progrès et vos classements mensuels via la plateforme et puis via les newsletters qu'on va vous diffuser. Donc, ça veut dire quoi chez nous? Ça veut dire qu'en parallèle, on va vous fournir un kit candidat pour avoir un peu les bonnes pratiques de ce qui peut se faire en termes de flexibilité électrique, mais aussi comment communiquer en interne, etc. Et puis, on organise des temps forts, des échanges candidats, des partages d'expériences pour se nourrir de ce que font les autres et comment font les autres pour réussir sur le terrain afin de maximiser les retours d'expérience et l'expérience de chacun. Et bien évidemment, nous mesurons vos progrès mensuels et réalisons les classements pour vous permettre d'avoir un peu une progression au fur et à mesure du concours. Comment sont classés les candidats? On l'a déjà dit, mais répéter le message, c'est toujours utile. Il y a 2 types de classement. Il y a le classement tous les jours. On va mesurer pendant toute la durée du concours, tous les jours, sur les heures de pointe, vos économies d'énergie. Et puis, il y a le classement EcoWatt, le classement qui correspond à une mention spéciale attribuée aux bâtiments qui auront fait le plus d'efforts lors de ces signaux, donc au moment des tranches horaires critiques également, entre 7h et 11h et 18h et 20h. En termes de podium, pas de grande annonce parce que l'année dernière, c'était un concours organisé de manière un peu urgente. Donc, on a eu podium commerce, podium bureau, selon les tailles, et puis podium scolaire. On attend un certain nombre de bâtiments et en fonction des typologies des bâtiments, ce type de podium pourra évoluer. Mais globalement, on va rester sur la même logique, donc un podium par catégorie de bâtiments, où là, on va comparer le pourcentage d'économie d'énergie sur les heures de pointe. Et puis voilà, médaille de bronze, d'argent et d'or. On souhaite y rajouter un podium IRVE pour les bâtiments qui ont des compteurs dédiés à la consommation électrique des véhicules électriques pour pouvoir regarder spécifiquement, faire un zoom sur ces pratiques-là qui sont encore à challenger et à voir comment on peut justement intégrer cette logique de flexibilité électrique dans la logique des véhicules électriques. Il y aura toujours l'approche bouclier CubeFlex. Le bouclier CubeFlex, c'est
Comment faire pour que l'approche soit virale au sein de la structure, donc à l'échelle d'un parc de bâtiments, la plus grosse contribution en réduction de sa consommation électrique sur les heures de pointe. Comment faire pour que ce soit viral tout au long de la structure. Et puis la mention spéciale EcoWatt, donc comme l'année dernière, les plus grosses contributions en pourcentage en réponse aux signaux EcoWatt orange et rouge. Et puis on vous communiquera les podiums définitifs une fois qu'on aura l'ensemble des inscrits pour que vous puissiez vous repérer dans les podiums à viser pour le concours. En termes de méthodologie de calcul, on va faire assez rapide, mais globalement, la logique, c'est d'avoir votre situation de référence qu'on obtient à partir de votre point de livraison. Donc, c'est vraiment à partir de là qu'on établit votre situation de référence, qu'on va corriger avec le climat et les usages de la période. Et ensuite, on va comparer votre consommation réelle par rapport à cette situation de référence. Comme on zoome sur la journée, on a besoin de corriger en fonction des usages. Si on compare un 23 janvier à un 23 janvier, alors que le 23 janvier de l'année dernière, vous étiez en vacances, ça n'a pas de sens. Donc, il y a vraiment cette logique de correction climatique et usage. Ensuite, à partir de là, la comparaison nous donne des économies d'énergie au moment des heures de pointe. Et le pourcentage est obtenu par rapport à l'ensemble de la saison de chauffe. Donc, on insiste là-dessus, on en reparlera pendant toute la durée du concours. C'est une gymnastique parfois un peu déroutante. Si vous faites 20 d'économies sur 100 le mois de janvier, mais que sur l'ensemble de la saison de chauffe, votre consommation globale, c'est 500, du coup, en janvier, votre économie, ce sera 20 sur 500. Ça vous permet de systématiquement cumuler vos économies d'énergie sur l'ensemble du concours et d'avoir une logique de progression et de ne pas avoir un pourcentage qui varie d'un mois à l'autre et vous vous y retrouvez pas. C'est vraiment sur toute la logique du concours. Donc, de mois en mois, on somme les économies d'énergie, on divise toujours par le même dénominateur qui est la consommation électrique sur la saison de chauffe. Et ça vous donne, in fine, à la fin du concours, un pourcentage qu'on compare à l'ensemble des candidats pour remettre le prix à celui qui a fait les meilleurs efforts. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là, on pourra y répondre par la suite. Le programme d'animation, il est assez simple, il ressemble beaucoup à celui de l'année dernière pour ceux qui en ont entendu parler. On a un starter, le concours démarre le 1er novembre, donc il vous reste un mois pour vous inscrire, renseigner vos données bâtimentaires, nous donner accès à vos points de livraison. À partir du 1er novembre, on démarre déjà, on regarde vos économies d'énergie chaque jour au moment des tranches horaires critiques. On aura une réunion de lancement un peu plus technique sur comment fonctionne la plateforme, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'économie d'énergie au moment des heures de pointe avec des retours d'expérience, etc. Et puis, on aura un temps intermédiaire pour partager les premiers retours d'expérience et les premiers résultats, parce que c'est toujours quelque chose qui nous intéresse et vous avez hâte de savoir quel est votre classement. Et puis d'autres résultats intermédiaires en visio ou en présentiel au fur et à mesure du concours qui finit le 31 mars 2024 avec une cérémonie de remise des prix dans le courant du deuxième trimestre avec une date à définir. Tout ça ponctué de newsletters pour que vous ayez connaissance de vos classements, même s'ils sont aussi disponibles sur la plateforme, que vous ayez accès à des actualités autour de la flexibilité électrique et des actualités concours. Et la petite surprise, je ne sais pas si cette photo vous rappelle quelque chose, ça doit vous remémorer un petit peu vos moments à l'école où tout le monde sortait dans la cour quand il y avait l'alerte incendie. Et ben, on applique la même logique et on aura des tests, des alertes EcoWatt, des simulations d'alerte EcoWatt, espérons qu'on n'en ait pas un réel. Donc, on est sur des simulations d'alerte EcoWatt pour le moment. Avec un rythme globalement d'une fois par mois, parfois de 1 jour, parfois de 2 jours, pour voir aussi si on arrive à faire ça dans la durée, prévenu 4 jours à l'avance et avec probablement le premier qui est cumulé à celui que RTE fera avec ses partenaires EcoWatt. Donc vraiment l'idée là, c'est de faire vos meilleurs efforts en réponse à cette simulation de signal EcoWatt. Sans plus attendre, je vais appeler du coup Timothée et Guillaume pour partager des retours d'expérience de l'année dernière de 2 champions. Donc pour commencer, Guillaume qui doit nous quitter un peu plus tôt que midi pour nous parler du retour d'expérience du Crisco. Est-ce que Guillaume, tu es avec nous? Bonjour, oui, c'est bon, vous m'entendez?
Oui, c'est bon. C'est bon? Donc d'abord, pour présenter très très rapidement le Crisco a fait 3e de la mention EcoWatt Bureau avec 33% d'économie d'énergie sur les 3 jours, test de l'année dernière. Je te laisse la parole, Guillaume. Oui. Donc pour présenter donc le Crisco, c'est un bâtiment de bureau. Donc vous voyez quelques photos. Donc qui a été rénové en 2018 pardon. Il est à Sèvres, donc 17 000 m². Il est tout électrique. Il est équipé d'une GTB qui est plutôt pas mal de capteurs, si elle n'est pas toute jeune. Et puis donc il a la particularité d'avoir une garantie de charge locative qui lie le bailleur à la française, les 15 locataires, et que nous avons le plaisir d'opérer pour le compte de la française. Donc, on vous a mis les consommations par usage, par typologie, donc, qui sont mesurées en temps réel sur le bâtiment. Et si on regarde ce bâtiment, donc au-delà de l'aspect plutôt immobilier que je vous ai précisé jusqu'à présent du point de vue potentiel de flexibilité, eh bien, on a un effet de levier important car c'est un bâtiment qui est 100% électrique. C'est un bâtiment, comme je vous l'ai dit, qui dispose d'un pilote énergétique en la personne d'Aveltis. À contrario, donc dans les choses qui sont un peu plus compliquées, on a une quinzaine de locataires. Donc, ça veut dire que c'est plus compliqué d'avoir une adhésion et donc il faut aller les convaincre. Et c'est ce qu'on va vous montrer comment on a fait. Et puis, c'est un site qui est effectivement piloté dès le départ. Donc, c'est un site qui est, somme toute, assez sobre en énergie. Donc là, pour le coup, on a moins de potentiel de gain qu'une passoire énergétique où il n'y aurait pas d'action au quotidien sur ce bâtiment. Alors, si on regarde en acteurs, donc donc l'asset manager, c'est la française. Je pense que vous connaissez bien avec un peu plus de 30 milliards d'actifs sous gestion, une plateforme européenne, la française qui est extrêmement impliquée dans les démarches ISR, donc qui dispose d'un beau parc de bâtiments de tout type. Et donc, nous, on a plutôt focusé effectivement sur l'aspect bureau. Aveltis, quelques mots. Donc, nous, on est un expert en exploitation et performance. Et donc, on peut, sur la fois de conseil, d'exploitation et garantie de charge, hospitality management et energy management sur des bâtiments tertiaires. Et puis, vous avez les locataires aussi que j'ai cités. Je ne vais pas détailler les activités, mais c'est des boîtes pour la plupart assez connues. Et donc là, ceux qui sont cités, c'est ceux qui ont activement participé à la démarche. Et après, donc, les 6 autres ont été moins actifs. Alors, on va voir 3 sujets il y a, dans cette présentation. Le volet sensibilisation, un volet sur la sobriété, un volet sur la flexibilité. Donc, je vais démarrer par la sensibilisation parce que vous allez le voir, c'est un point important pour emmener l'ensemble des acteurs et aller chercher des économies. On ne peut pas aller chercher des économies sans impliquer les locataires. Donc, en l'occurrence, en début de la saison dernière, le 10 octobre, on a fait une présentation donc, dans l'auditorium du bâtiment que vous voyez sur la photo pour rappeler des notions qui, vous, autour de la table, vous paraissent évidentes, mais qui n'étaient pas encore, je dirais, partagées par tout à chacun il y a un an de ça, notamment la différence entre la sobriété, l'efficacité, la flexibilité. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que, en fait, on a eu, comme je vous l'ai dit, un très bon retour. Donc, les locataires étaient présents pour la plupart et ils sont vraiment impliqués sur ce sujet-là. Il y a eu des questions qui ont été extrêmement pertinentes et qui ont permis vraiment de montrer l'implication des locataires et la volonté, en tout cas, de participer à ce type d'expérimentation. Et donc, en fait, à l'issue de la présentation, on leur a proposé un certain nombre d'éco-gestes sur la flexibilité qui pouvaient ou pas mettre en œuvre. On est resté sur la base du volontariat. Et l'idée, c'était de poser les questions dans les différents sujets sobriété et flexibilité. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Et comme je vous disais, donc, on a eu des retours extrêmement positifs de la part des locataires qui ont aimé aborder ces sujets-là avec nous, puisqu'ils ont aussi des engagements RSE et ça permettait de nourrir leur politique RSE aux uns et aux autres. Alors, pratiquement, comment on a fait? À l'issue de cette réunion de présentation, on a envoyé une enquête
à l'ensemble des locataires. Donc, c'était une enquête à la fois sobriété et flexibilité. Donc, basiquement, sur chacun des sujets, on leur demandait quels efforts ils étaient capables de consentir pour la sobriété. Donc, c'est ce qu'on voit, par exemple, quelle est la consigne de chauffage que vous souhaitez sur vos bâtiments. Et on a eu des demandes à 19 degrés. Alors, pour moi, c'était quelque chose d'absolument inconcevable les années précédentes. En général, quand on proposait même 20 degrés, on avait des levées de boucliers des locataires. Bah là, vous avez vu, en gros, c'est pas un tiers, mais pas loin, entre 19, 20 et 21 degrés, versus ce qu'on constate quand même de manière assez générale les hivers précédents, plutôt du 22-23. Donc, on a un effort généralisé, une prise de conscience généralisée sur la sobriété. Et en plus, on a posé la question par rapport à EcoWatt Rouge, est-ce que vous êtes capable de faire encore un effort supplémentaire? Et la réponse a été très majoritairement oui, d'aller chercher encore un degré de plus lors des EcoWatt Rouge. Voilà, et donc ça, c'était au lancement de la saison. Et puis, on a animé un peu en miroir de ce que vous a présenté RTE et 4NT là, sur l'animation de la démarche CubeFlex. Nous, on a pendant tout l'hiver communiqué, informé, prévenu nos locataires de ce qui allait leur arriver pour maintenir cet engagement du premier jour tout au long de l'hiver. Alors, si on regarde ce que ça donne en termes de résultats, déjà, alors, comme je vous disais, il y a un pilote énergétique en la personne d'Aveltis au quotidien sur ce bâtiment depuis sa restructuration. Donc, on est déjà sur un bâtiment qui est, somme toute, assez performant, puisqu'on est dans les 20% des sites les plus performants selon les ratios de l'OID. Et avec les efforts complémentaires qui étaient prêts à faire nos locataires, on a pu réduire encore cette consommation de 35% comparé à l'année 2021. Donc, on a déjà un premier effort. On est dans les ordres de grandeur de ce qui vous a été présenté tout à l'heure, plutôt en ordre de grandeur plus, on va dire. Mais on est allé chercher donc une réduction de 35% de la consommation. Donc ça, c'était courant de l'année. Et en plus, donc pendant les journées EcoWatt Rouge, on a activé le volet flexibilité. Alors, je vais m'appesantir un peu plus parce que c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Mais l'idée, c'était je dirais, deux actions principales. C'était d'anticiper un certain nombre de choses quand on pouvait jouer sur l'inertie et le stockage. Donc, notamment le chauffage, qu'on lançait plus tôt pour sortir de la période EcoWatt Rouge. Et on surchauffait un petit peu par rapport à la consigne usuelle pour avoir du confort jusqu'à la fin de la période EcoWatt Rouge. Et puis, pendant cette période-là, on a alterné un certain nombre d'équipements, donc notamment les ventiloconvecteurs, et puis des diminutions alternées de la consigne de chauffage en laissant là aussi dériver le bâtiment, ainsi que diminution alternée du débit des centrales de traitement d'air avec un contrôle de la qualité de l'air intérieur sur le bâtiment. Donc, qu'est-ce que ça donne? Là, par exemple, on a pris la journée du 24 novembre, donc où l'hiver était déjà bien lancé, il faisait froid ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par anticiper, c'est ce que vous voyez sur le marqueur 5, on a anticipé le chauffage. Donc, en rouge, là, on voit la période test versus la journée de la veille qui avait une météo similaire. Qu'est-ce qu'on fait? On anticipe le chauffage, comme ça, on le coupe au début de la période EcoWatt, qui sont figurés par les rectangles rouges. Et donc là, on a un abaissement extrêmement significatif pendant la période 4, avec une limitation de l'effet rebond. On voit qu'il n'y a quasiment pas d'effet rebond en fait, avec cette stratégie-là. On a bien l'anticipation 5, mais on n'a pas, entre les marqueurs 4 et 7, là, on n'a pas d'effet rebond. Et puis, on vient refaire la même chose avec un arrêt anticipé du chauffage en fin de journée, là aussi dans la deuxième période EcoWatt.
Alors, donc, ça a été quasiment dit, donc je ne vais pas le rappeler. Hein, la manière de voir l'écart, c'est sur la base des consommations Enedis que l'IFPEB modélise pour pouvoir identifier quel serait le référentiel et qui nous permet de comparer le réel de la journée test avec la courbe référentielle et d'identifier ces économies d'énergie. Oui, si je peux prendre la parole une minute, Guillaume, les candidats, enfin, ce que vous voyez sur la slide précédente, les candidats vont soit comparer par rapport à la journée d'avant ou la semaine d'avant, mais il peut y avoir soit des biais climatiques, soit des biais d'usage. Et du coup, l'idée, c'est vraiment, à partir de nos modèles, d'avoir quelque chose qui est le plus proche d'un référentiel idéal, on va dire, où il n'y a plus ce biais semaine -1 ou jour -1, où il y aurait des aléas, enfin des corrections climatiques ou des corrections d'usage à faire. Donc, c'est le même type de résultat, c'est juste que là, c'est le modèle qui est utilisé, alors que sur la slide précédente, on regarde la comparaison par rapport à la veille. Je te relaisse la main du coup. Oui, merci. Et donc là, c'est une autre journée du 12 avril. Donc là, on est dans un schéma où on était pour le coup quasiment sorti de l'hiver. On voit qu'on n'a pas nécessité à anticiper du coup le chauffage. On est en mi-saison, donc la température est beaucoup moins à corriger. Et là, du coup, en fait, on va travailler sur la base du cahier des charges qui nous est autorisé par les locataires pour aller chercher les quelques degrés en plus. Et donc, là, on a les dérogations que nous ont autorisées les locataires nous permettent d'avoir une courbe beaucoup plus intéressante, puisqu'on voit qu'on est gagnant là sur toute la courbe. Il n'y a pas du tout de pic ou d'effet rebond. On va chercher vraiment de la performance sur cette journée du 12 avril. Alors, si on regarde en termes de résultats, donc il faut retenir, on avait déjà gagné une trentaine de pourcents grâce à l'optimisation liée au volet sobriété. On va rechercher 30% de réduction de la puissance pendant les heures de pointe grâce à cette stratégie à la fois de décalage et d'optimisation. Ce que ça fait, si on regarde, on part, c'est une hypothèse, mais sur 9 jours d'effacement dans l'hiver, eh bien ça fait une économie de 7000 kWh sur le bâtiment. Et donc, si on convertit ça en euros, donc sur le marché de l'effacement, eh bien, on arrive on va dire, à 10 000 euros quasiment sur ces périodes-là. Alors, c'est intéressant parce que, vous allez me dire 10 000 euros, ça ne change pas la face du monde. Ça représente déjà une petite somme. Et par ailleurs, ça peut permettre de financer une partie des actions d'énergie management. Donc, on se rend compte en fait qu'avec une augmentation à venir, en tout cas, c'est ce que pense tout le monde de cette valorisation du prix de l'énergie flex, eh ben, on n'est pas loin de pouvoir autofinancer des actions, les actions sur le bâtiment. Et donc, ça ouvre demain la voie à des nouveaux modèles économiques. Et je pense que c'est un des sujets à tester sur cette saison 2, c'est voir comment on peut valoriser et trouver des modèles vertueux où les actions d'économie seraient plus que largement financées par et la sobriété et la flexibilité. Merci beaucoup Guillaume pour cette conclusion et ces perspectives. Sans plus attendre vu l'heure, je vais appeler Timothée du coup. Est-ce que Timothée… Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, pour tenir le timing, si on peut être autour de 7 minutes, Timothée, comme ça je peux avoir 3 minutes pour conclure. Ok, je vais essayer de faire ça. Merci beaucoup Timothée. Donc Timothée était notre champion de la mention EcoWatt Rouge bâtiment d'enseignement avec 21% d'économie d'énergie sur les heures de pointe sur les 3 tests EcoWatt Rouge. Voilà, oui, bonjour à tous. Voilà, donc on a inscrit donc notre bâtiment odontologique, qui est un bâtiment plutôt petit, on va dire, à l'échelle de l'université, mais qui a pour avantage d'avoir un point de livraison unique en ELEC, et c'était plus facile aussi pour inscrire ce bâtiment rapidement et pour avoir les retours de données de consommation. Une particularité donc de ce bâtiment, c'est qu'il a un chauffage gaz, donc on pouvait très difficilement jouer sur la partie consommation électrique due au chauffage. Et en plus de ça, donc c'est du chauffage gaz, mais c'est un réseau de chaleur interne à l'UB.
à l'université, ce qui faisait qu'on ne pouvait même pas jouer sur les apports de gaz, enfin, les consommations des chaudières de gaz, mais uniquement sur les pompes. C'est un bâtiment qui est assez récent, qui date de 2018, donc qui est plutôt bien isolé et qui est destiné à 95% à de l'enseignement. Merci. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on avait choisi du coup d'être dans CubeFlex? Donc, l'université est engagée dans les concours Cube depuis 2017. Donc, pour nous, ça semblait évident de faire cet effort supplémentaire et de faire ces tests pour CubeFlex. On avait une volonté de participer à l'effort national, anticiper les signaux d'urgence, parce que au-delà de ces bâtiments d'enseignement que nous avons, on a aussi pas mal de bâtiments de recherche, et baisser cette consommation d'énergie, c'est éviter d'avoir des coupures et d'avoir des problèmes dans toutes nos appareils, on va dire, de recherche. Et on a aussi des réflexions qui sont engagées de rémunération sur le délestage de nos bâtiments. Donc, ça nous permet aussi de voir jusqu'à quel point on peut aller, de réaliser un modèle économique sur ce futur délestage. Donc pour le concours, donc on a créé un groupe de travail, donc service performance environnementale, qui est mon service, avec le service de l'exploitation et les exploitants, les services techniques et les usagers. Donc comment on s'y est pris? Donc au départ, voilà, donc communication au début du concours pour leur expliquer ce qu'est EcoWatt, voilà, comment on consomme moins, comment on consomme mieux, et voilà, dès réception de la période EcoWatt rouge, on leur redéroule le plan d'action qu'on a fait quelques jours, enfin, qu'on avait décidé ensemble. On leur rappelle ce qu'il faut faire, et après, à la fin de chaque EcoWatt, on leur rendait le résultat pour voir ce qui était moins bien, mieux était. Donc, en plan de bataille, donc première chose, c'est avec l'exploitant, parce qu'il faut savoir, du coup, ce bâtiment d'enseignement, la plupart des consommations, c'est des consommations d'équipements CVC. Donc, il fallait qu'on recense les équipements électriques et leurs consos. Donc, on a pu faire cette cartographie. On définit les besoins minimums pour faire tourner le bâtiment. Donc, un gros consommateur, par exemple, qu'on n'a pas pu arrêter, c'est on a besoin de compresseurs d'air pour faire tourner, on va dire, les sièges des dentistes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas toucher. Enfin, on a pu optimiser la GTC. Donc, on s'est aperçu qu'on avait encore quelques CTA, par exemple, qui n'étaient pas sur programmation horaire. Et grâce, on va dire, à cet état des lieux et à cet audit plus poussé qu'on a pu faire en inscrivant ce concours, on a pu terminer les principales actions. Alors, pendant un test EcoWatt, donc ce qu'on mettait en place, c'est qu'on avait des CTA d'air hygiénique qu'on a pu arrêter. On avait la chance d'avoir des sondes de suivi de CO2 dans chaque salle de cours et chaque amphi. Donc, on pouvait suivre le taux de CO2 pour voir si on ne montait pas trop en taux de CO2 et pouvoir, le cas échéant, redémarrer ces CTA voilà, pour redescendre ce taux de CO2. On a arrêté les CTA des locaux techniques. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait des CTA qui étaient uniquement dédiés aux locaux techniques avec une température de consigne de 22 degrés. Et voilà, en accord avec l'exploitant, on a pu remonter ces consignes de température des locaux techniques, ce qui fait que les CTA n'ont plus jamais tourné depuis. On a également donc quelques salles serveurs. Donc le but, c'était de déporter cette consommation. Donc on baissait, on va dire, jusqu'à 8 heures du matin la température de consigne des salles serveurs à 18 degrés pour remonter à 28 degrés par la suite pour avoir une inertie pour ne pas que les climatisations tournent dans ces salles. On a arrêté les pompes ECS pendant les périodes d'EcoWatt. On a soit réduit, soit mis à l'arrêt les pompes de chauffage en suivant la rigueur climatique. Enfin, une des dernières actions, c'est qu'on a mis en arrêt les Sorbonnes et les compensations de Sorbonne. Donc, les Sorbonnes, ce sont des équipements, on va dire, vous avez dit 95% d'enseignement, on a 5% dédiés à la recherche. Et du coup, dans la recherche, donc ces Sorbonne, c'est comme des hottes aspirantes qui, avec une vitre devant et qui aspirent les produits à l'intérieur. Donc, vu avec les personnes, les chercheurs, on a arrêté ces journées d'EcoWatt, ces recherches précises pour pouvoir arrêter les Sorbonnes et les compensations.
la compensation. Donc, c'est une CTR qui souffle en permanence pour éviter une dépression dans le bâtiment. Et enfin, donc une autre action qui n'est pas marquée, c'est qu'on avait des frigos qui étaient à moins 80 degrés et qui sont très consommateurs. Et on a baissé la température à moins 70 degrés. Ça peut paraître anodin, mais 10 degrés de différence à ces températures-là, ça permet d'économiser 40% sur la conso d'un frigo. Donc, les principaux résultats, donc qu'est-ce que ces tests nous ont permis de faire? C'est qu'on s'est aperçu aussi qu'on pouvait baisser la puissance souscrite auprès d'EDF, parce que forcément, on consomme moins. On a vu que voilà, la puissance souscrite était très élevée par rapport à ce qu'on avait. Ça a permis d'améliorer du coup notre gestion centralisée des équipements techniques avec des équipements qui n'étaient pas remontés sur la GTC. Et on a permis de pérenniser quelques actions qui étaient effectuées. Donc, vous voyez qu'à la fin de l'EcoWatt, les utilisateurs ont pu valider les tests qu'on avait faits juste en période EcoWatt rouge, ont pu valider sur la durée, et on a une baisse de quasiment 30%, 30 à 35% de la consommation par rapport à l'année d'avant, ce qui permet d'économiser donc sur une petite puissance souscrite quand même 15 000 € par an. Donc la suite du concours, c'est d'inscrire un nouveau bâtiment avec une GTC dédiée et de créer justement ce bouton EcoWatt rouge sur la GTC, parce que là, toutes les actions qu'on avait faites étaient manuelles et le but, c'est d'essayer de rendre tout ça plus automatique. Merci Timothée, et bravo pour l'énergie déployée compte tenu du fait que c'était surtout très manuel. C'est encourageant de voir aussi que les universités peuvent mettre en place ce type d'action, et du coup j'en profite à faire un appel à ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Vous pouvez mettre en place ce type d'action dans les universités, vous pouvez participer aussi à toute la flexibilité sur le territoire en étudiant ça sur les bâtiments des universités, et ça en est un beau retour d'expérience. Et on avait aussi 2 autres bâtiments d'université qui ont fait aussi des résultats assez important. Donc voilà, c'est un bon message pour la suite, et hâte de voir ce que vous allez faire sur le développement du bouton EcoWatt sur le PC compte tenu des résultats des bâtiments qui l'ont fait l'année dernière. C'est assez intéressant de voir comment l'automatisation permet d'avoir des résultats sur chaque journée de manière assez conséquente, avec des moins 30, moins 35%. Merci beaucoup Timothée pour ce retour d'expérience. Pour finir, et du coup pour rester dans les timings, les prochaines étapes, donc les prochains rendez-vous, le début du concours, c'est bien le 1er novembre 2023, avec du coup une phase d'inscription entre maintenant et le 1er novembre. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous mettra les contacts dans la slide, et puis vous pouvez écrire aussi à ifpeb, et puis on aura l'info par l'équipe. Le 14 novembre 2023, à la scène musicale, on a le lancement de l'ensemble des ligues du championnat d'économie d'énergie, donc tous les cubes consommés, moins l'énergie sur le scolaire, les écoles, le cube flex, enfin il y aura tous les cubes, toutes les ligues qui seront représentées à la scène musicale. On aura un starter opérationnel pour les inscrits à CubeFlex courant novembre pour aller dans les détails de comment fonctionne la plateforme et partager les premières expériences et les premiers outils pour faire de la flexibilité au sein de vos bâtiments. Et puis une cérémonie au 2e trimestre, comme je le disais tout à l'heure. Donc, comment s'inscrire? C'est très simple. Il y a un lien d'inscription sur la plateforme, enfin sur le site cubeflex.org, et après, il y a le bouton s'inscrire. Et puis, pour les anciens, ceux qui étaient déjà là l'année dernière, vous pouvez déjà ajouter vos bâtiments saison 2, et on prendra contact avec vous pour la suite. Donc, créer votre bâtiment directement à partir de votre espace candidat. Ou sinon, si vous avez besoin de plus d'informations, de est-ce que je peux m'inscrire, est-ce que mon bâtiment est éligible, etc., vous pouvez prendre contact avec moi-même ou Lucie, qui est aussi avec nous et qui nous écoute, qui a rejoint l'équipe CubeFlex. Pour toute question, sachez d'ores et déjà que tous les bâtiments tertiaires sont éligibles. Après, il faut rentrer dans le détail de vos points de livraison, etc. Mais partez du principe que c'est éligible et prenez contact avec nous si vous avez des questions. On est vraiment à votre disposition pour y répondre et puis pour vous faciliter l'inscription. Donc, n'hésitez plus et participez à cette grande accélération de la flexibilité électrique dans le tertiaire.
Merci à tous. Je vous souhaite bon appétit. On a à peine 30 secondes de retard, donc j'espère que vous allez pouvoir manger tranquillement. Merci à tous, merci pour votre présence et voilà, je reste disponible pour tout. Très bonne journée. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux rester en ligne un peu s'il y a des questions auxquelles n'ont pas été répondues. Là, sur la pose de bâtiment. Johan, du coup, j'ai vu une question. Je vous propose qu'on y réponde parce que c'est un bâtiment spécifique, qu'on y réponde, qu'on prenne contact et qu'on réponde à ce sujet-là directement lors d'un échange spécifique. Et sinon, on a des sujets de calcul, donc ça, j'ai vu qu'on y avait répondu. Non, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, si vous en avez, à écrire directement à l'équipe. Oui, c'est la méthode de calcul de la situation de référence. Cette année, la méthode je vois qu'il y a une question sur l'année 2021 était particulièrement énergivore. La situation de référence, ce sera l'année dernière, donc il n'y aura pas de sujet par rapport à l'année 2021. Merci à tous. Bonjour à tous. Désolée pour ce petit contretemps, on attendait que tout le monde nous rejoigne. Donc j'ai compris que tout le monde voyait bien l'écran, nous entendait bien. Si ce n'est pas le cas, faites-le savoir dans l'espace questions. Il est normal que vos micros soient coupés pour l'ensemble de l'intervention, si jamais il faut les activer selon les